pour la présentation. Et merci aussi de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais juste revenir rapidement un peu sur ma thèse. Comme vous l'avez expliqué, c'est une recherche comparative que j'ai commencée cette année. Donc sur les processus de patrimonialisation des 3 cimetières contemporains qui sont situés en Grèce, à Chypre et en France, et avec une entrée des sociologiques de la connaissance, donc avec un intérêt pour la façon dont sont élaborés les cadres de l'activité catégorielle des professionnels, soit des cimetières, soit d'autres services des municipalités qui s'occupent de la sélection et de la catégorisation des concessions qui seront mises en patrimoine, et donc de celles qui ne le seront pas. Donc, les sujets sur lesquels j'ai travaillé pour préparer cette communication ne rentrent pas directement dans le cadre de mon travail de thèse, mais j'ai pu les travailler dans le cadre de mon séjour à l'École française d'Athènes du mois de mai. C'était dans le cadre des dispositifs de bourse qui sont proposés aux doctorants pour la réalisation du travail de terrain. Et donc, comme on l'a expliqué, ça va porter donc sur la question du passage de l'art au patrimoine, d'une statue funéraire. Pour ceux qui connaissent un peu le cimetière, c'est la Kimoménie de Yiannulis Challepas. C'est peut-être la statue la plus connue de ces cimetières. Et la plus visitée. Et je vais discuter dans un premier temps des revendications de cette statue par un certain nombre d'acteurs en tant qu'elles ouvrent un espace de négociation et de requalification du sens de cette statue. Et j'étais surprise de découvrir aussi à quel degré le fait de travailler sur l'institutionnalisation de cette statue m'a permis de mieux comprendre la question de la transformation de la fonctionnalité du cimetière et donc de voir la complémentarité avec ce que je faisais dans le cadre de mon travail de thèse. Voilà, je voulais juste remercier aussi l'école pour m'avoir accueilli pendant les mois de mai et pour m'avoir permis de travailler dans ces très bonnes conditions. Et je voulais préciser aussi que comme c'est un travail que j'ai mené dans un mois, c'est certainement pas un travail exhaustif, mais ça m'a permis déjà d'identifier les acteurs qui sont au cœur de ces phénomènes, de mener des entretiens avec eux et d'avoir accès à des différents types d'archives ou d'autres types de documents, par exemple d'ouvrages, ou des documents de travail dont j'avais besoin pour analyser ces phénomènes. Mais j'ai pu aussi accéder à quelques types de données déjà avant d'arriver à Athènes, donc en distance, notamment à des actes du conseil municipal qui sont accessibles en ligne. En fait, comme j'avais pris connaissance de ces phénomènes par la presse, donc à distance, le fait d'avoir accès à ces types de données à distance m'a permis de rompre, enfin, ça a constitué un premier temps de rupture avec la construction médiatique de ces derniers événements des revendications. Et je voulais préciser aussi que quand je parle d'événements, ce n'est pas pour me référer exclusivement à l'événement tel qu'il est présenté dans la presse, mais c'est une notion aussi que l'on mobilise dans des approches pragmatistes de l'action publique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de travaux. Je me réfère notamment à des auteurs qui ont le souci de comprendre comment se constitue l'espace public comme lieu de négociation, donc des significations des objets sociaux. Et ils insistent sur le fait que c'est un processus qui s'est fait à la fois en amont et en aval des médias. Et d'où l'intérêt de les étudier comme processus. Juste pour citer quelques auteurs, il s'agit notamment de Louis Quéré, Michel Barthélemy et Bruno Carcenti.
Voilà, ce sont donc des auteurs qui insistent sur la structure temporelle de ces processus de revendication et qui optent pour des analyses diachroniques des phénomènes sociaux. Car selon eux, ces phénomènes, ces types d'analyse permettent de repérer les diverses étapes de thématisation des événements qui permettent à de nouveaux acteurs de s'approprier ces contenus cognitifs en participant aux négociations qui sont faites. Et à partir donc de ces approches, la catégorisation peut être conçue comme un processus complexe de mise en relation des notions avec des classes d'objets, donc non seulement comme intériorisation d'un concept. Et cette caractère donc, de cette complexité apparaît notamment à travers une distinction conceptuelle qui me semble très importante et qui est faite par Louis Quéré entre catégorie réalisée et catégorie à réaliser, qui invite à prendre en considération les diverses formes de réalisation d'une catégorie. Et pour illustrer cette idée, on peut prendre l'exemple de la constitution de la catégorie des patrimoines funéraires sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire de master, à partir du cadre du cimetière aixois. Qui donc a été introduite dans le langage des professionnels à travers les revendications d'une association citoyenne qui, par exemple, s'est manifestée pour demander à ce que la municipalité mette en œuvre des processus pour préserver un certain nombre de concessions de ces cimetières. Et donc, à ce moment-là, cette catégorie a la forme d'une catégorie à réaliser pour ces professionnels et elle se réalise au moment de l'inventorisation, du passage à la mise en œuvre de la catégorie, à travers aussi la rédaction d'un guide du cimetière. Donc un document qui constitue une forme de réalisation de la catégorie et qui qui nous donne accès à des traces de cette activité catégorielle. Donc c'est une approche de catégorisation qui va dans le même sens que la thèse de Françoise Choey, si je prononce bien, dans l'introduction de l'ouvrage d'Aloïse Riegl sur le culte moderne des monuments, où elle discute du fait que les diverses chartes qui existaient, donc à l'époque où elle écrivait sur les statuts des monuments, postule une transparence de la notion des monuments historiques qui est, selon elle, la fiction masquant la réelle opacité de cette catégorie, opacité qui est créée par les interférences entre histoire et mémoire. Et c'est sur ces interférences que j'essaie de travailler à partir des données donc, que je vais présenter permettant de la saisir. Donc, je mobilise tout d'abord des entretiens que je mène auprès de ces professionnels sur leur activité et des entretiens qui sont aussi en partie biographiques. Et j'analyse aussi des documents de travail qu'ils mobilisent, comme des listes ou des bases de données, mais aussi tout autre type de documents qui est utilisé comme par exemple des ouvrages. C'est souvent des ouvrages qu'ils me conseillent, comme je suis perçue comme étudiante. Donc, dans le cadre du cimetière athénien, ce sont des lectures qui sont souvent des guides des cimetières qui ont été rédigés par des architectes ou même des livres d'histoire de l'art funéraire qui sont mobilisés pour les typologies qu'ils sont en train d'élaborer. Donc, ces ouvrages font partie de ces corpus de données à titre des matériaux d'analyse pour comprendre quelles sont les réceptions réelles de ces textes et dans quel contexte praxéologique elles sont mobilisées. Et croisé avec les entretiens, leur analyse permet de comprendre comment ces documents informent le travail catégoriel des acteurs ou, pour le dire autrement,
Dans un langage de sociologie des connaissances, on parlerait des virtualités qui sont véhiculées et qui nous permettent de comprendre comment elles structurent le milieu d'action de ces individus. Donc, avant de présenter quelques observations des résultats de mon enquête, je reviens juste sur les titres de ma communication à un moment. Et en particulier sur les termes de passage qui fait énigme dans ce processus et qui indique que mon travail repose sur l'hypothèse qu'on est là face à des réseaux d'activités différentes qui correspondent aux faits sociaux que j'observe, un réseau correspondant aux faits artistiques et un autre au fait patrimonial, qui sont constitués d'acteurs différents avec chacun des revendications et des positionnements différents. Pour le dire autrement, cela pose la question de la substituabilité des réseaux constitués donc par des acteurs et des outils différents dans les cas de conflits entre faits sociaux, pour l'analyse desquels je mobilise une lecture d'un ouvrage de Pierre Livet et Frédéric Neve, où il propose une approche de l'ontologie sociale très novatrice. Et d'après ces auteurs, la normativité du fait social peut être analysée au moyen de l'observation de ces conflits entre faits sociaux, en saisissant la pluralité des virtualités qui se constituent dans chaque réseau et la façon dont elles donnent lieu aux réalisations qu'elle en observe. Et donc, c'est l'hypothèse donc, du passage. Cette hypothèse du passage s'inscrit dans le prolongement d'observation d'une sociologue qui a travaillé sur l'art, le patrimoine et la valeur, qui est Nathalie Heinisch, qui insiste sur le fait que les registres artistiques et patrimoniaux ne se recouvrent pas, ce qui encourage donc l'usage du terme de passage. Selon elle, la différence réside sur les régimes de la sacralisation, qui correspondraient, selon elle, uniquement au moment de la mise en art ou de l'artification. Vous connaissez peut-être son travail sur Vincent van Gogh, où il essaie d'interpréter la façon dont il acquiert sa reconnaissance posthume comme un moment aussi de sacralisation de la biographie de cet artiste et aussi de son œuvre. Et au contraire, donc, les passages au registre patrimonial supposent, selon elle, que l'élément qui change de registre se voit à ce moment-là désacralisé, car ce ne sont plus les mêmes ordres de valeurs qui jouent dans chaque registre. Mais selon un autre chercheur, donc Alois Riegl, historien de l'art cette fois-ci, le monument artistique est inclus dans la catégorie des monuments historiques, dans un processus qu'il identifie concernant l'élargissement du sens de la notion des monuments, ce qui pourrait paraître dans un premier temps contradictoire avec la thèse de Heinisch qui postule que les deux régimes sont distincts. La question, donc, ce qui fait énigme, c'est de comprendre ce qui autorise ces passages d'un régime à un autre à travers l'étude des revendications et en essayant de comprendre si les deux thèses sont cumulables. Ce qui serait possible, par exemple, en partant de l'hypothèse que l'élargissement de cette catégorie du monument permet de l'inscrire dans un régime historique qui autorise les passages vers les caractères patrimoniaux de l'objet. Et pour examiner cela, donc, je travaillais sur la façon dont s'est mis en valeur cet objet à travers donc, les revendications que je présenterai. Je les présente dans un ordre chronologique de l'apparition en 3 temps. D'abord sur ce qui concerne donc, les faits artistiques, notamment la mise en art de cet artiste et de sa statue, en tant que j'ai construit comme temps intermédiaire qui correspondrait au début du rapprochement
du changement de statut des lèvres vers la catégorie des monuments, et un troisième temps qui correspondrait aux actes patrimoniaux observés en particulier concernant les cimetières. Ce n'est pas pour représenter les processus de patrimonialisation de manière linéaire, car j'essaye aussi de restituer dans mon analyse quelques indices de moments d'hétérogénéité de ces processus, quand par exemple j'observe que deux mêmes conceptions sont élaborées au sein d'un même fait social, avant qu'une de ces deux conceptions se voit stabilisée. Concernant l'enquête, sur les faits artistiques, évidemment, je n'ai que des ouvrages d'historiens qui ont travaillé, qui peuvent permettre de comprendre ces passages à l'art. Ce sont des versions qui sont des fois contradictoires. Donc, comme je ne suis pas historienne, je ne peux pas moi-même exprimer un avis, mais je vais juste présenter au moins quelques éléments de sa biographie pour pouvoir situer chronologiquement son œuvre. Donc, c'est quelqu'un qui a été né donc, en 1851. Il a commencé ses études en Grèce et il a pu les poursuivre à Munich en 1863, mais il a dû revenir en Grèce 3 ans plus tard car la bourse qu'il avait lui avait été enlevée. Et entre ces périodes-là et 1877, il a encore créé quelques œuvres à son retour en Grèce. C'était en 1877 qu'il a créé la statue dont il est question. Mais au même moment apparaissent les premiers indices qui le conduisent à passer une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Après la sortie de cet hôpital, il passe aussi une période importante de sa vie à vivre avec sa mère qui considérait que c'était son activité artistique qui avait causé sa maladie et donc qui détruisait les œuvres qu'il créait pendant cette époque. Juste après le décès de sa mère, il a pu retourner à Athènes et recommencer donc de travailler. Et c'est une phase qui est considérée comme une nouvelle phase dans son travail aussi concernant les types d'œuvres qu'il créait parce qu'il n'était plus dans un style académique comme dans sa première phase créative. Il était donc reconnu comme artiste et valorisé même pendant sa vie par l'Académie d'Athènes et il est décédé en 1938. Mais même après sa mort, les opérations de mise en valeur ont continué et sont toujours à l'œuvre à des localités différentes, à la fois à Athènes, mais aussi surtout à Tinos, qui est son île d'origine. Surtout avec la création d'un institut culturel qui expose une grande partie de ses travaux, qui propose des médiations aussi pour les locaux, mais aussi pour d'autres types de visiteurs. Et aussi d'autres théories qui essayent d'interpréter son œuvre. Et qui propose de nouveaux éléments sur sa biographie, ce qui peut montrer que cet temps de la mise en art, c'est un processus qui est toujours à l'œuvre. Concernant la statue, donc, elle a été créée en 1877. Et il y a des articles de presse de l'époque qui montrent que déjà elle était beaucoup visitée, même avant le début des différentes revendications. Qui apparaissent donc pour la première fois en 1950,
quand un descendant de la famille demande que la statue soit déplacée, donc en la considérant en quelque sorte comme du patrimoine familial. Mais la demande lui est refusée et la statue est caractérisée en ce moment-là par les ministères comme monument, donc un monument à préserver. Et il faut savoir aussi que c'est la première fois qu'une concession acquiert ces statuts des monuments officiellement donc, par le ministère de la Culture. Et donc c'est une année qui marque aussi un temps de passage et le début d'une institutionnalisation impliquant donc les passages et les changements des statuts du semi-privé ou entre privé et public vers un statut public qui est celui reconnu au monument. Et ces faits ouvrent un espace de négociation du sens de la statue, en permettant donc de désigner quels sont les droits et les devoirs des acteurs qui sont impliqués, donc qui interdisent de penser les concessions comme propriété familiale individuelle. Et du moment où une statue est installée dans un cimetière, c'est aussi interdit depuis ce moment-là de la déplacer, car elle est considérée comme faisant partie du monument, qui a été créé, selon les législateurs, pour des raisons religieuses. On voit aussi, à partir de ce moment-là, que d'autres statues du même type apparaissent au cimetière. Et cet événement donc, qui se constitue sur la scène de la municipalité s'élargit, on va s'élargir dans le temps et pour inclure donc, des municipalités, des institutions culturelles locales aussi et ministérielles au début des années 2000. Mais avant de parler donc, de l'implication de ces nouveaux acteurs, je vais juste ouvrir une parenthèse pour évoquer rapidement donc un événement qui est important par rapport au processus donc, des transformations de la signification de cette statue. C'est l'émergence de la catégorie des glyptothèques. Donc en 1983, ce terme émerge dans un travail d'un historien de l'art à propos du cimetière, du premier cimetière d'Athènes. Ce travail lui a été demandé par une fondation privée, vous connaissez peut-être, c'est Panagiotis και Effi Micheli. Et c'est la fondatrice de cette institution qui a choisi le terme de glyptothèque. On sait que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui visitait aussi les cimetières dans ses voyages. Donc c'est probablement dans une visite, soit en France, soit en Allemagne, qui a entendu employer les termes et qu'elle a pu le reproduire en Grèce. Et donc cet ouvrage s'adresse, comme annoncé dans l'introduction, au pouvoir public et il propose donc la réalisation des travaux de conservation des concessions du premier cimetière. Et à travers cela, les acteurs prennent connaissance de l'ouvrage et les services responsables commencent à se constituer, qui impliquent par exemple des acteurs des différents services de préservation des monuments de la ville, qui prennent maintenant en considération aussi les monuments du cimetière. Et on peut voir aussi à ce moment-là comment les registres artistiques s'inscrivent dans les registres historiques et autorisent donc les passages de l'un à l'autre, même si c'est une catégorie qui n'a pas été employée exclusivement à propos de la statue de Chalepas. Il y a quand même une place importante qui lui est réservée dans cet ouvrage. Et donc maintenant je reviens aux revendications les plus récentes. Car on voit que cette décision n'a pas marqué la fin des revendications de cette statue, mais elle se poursuit par de nouveaux acteurs. En 2004, il y a donc cet institut qui s'est fondé à Tinos. Je me demande si ce n'est pas aussi dans le cadre, comme vous expliquiez tout à l'heure, qu'en 2004, il y a plusieurs institutions culturelles qui ont été fondées. Je ne connais pas exactement les contextes, mais c'est un institut qui s'intéresse pour la collection des statues de ces sculpteurs.
et qui travaille aussi en proximité avec la municipalité et le centre culturel municipal. On observe donc juste 4 ans plus tard un nouvel événement qui déclenche quelques revendications par des indices de dégradation de cette statue qui donnent lieu donc à des nouveaux débats et qui sont aussi largement médiatisés. En 2011, j'ai pu trouver des actes du conseil municipal de Tinos qui montrent que la rémunération des juristes pour travailler sur cette possibilité de déplacement de la statue ont été validées. Mais c'est quelque chose qui s'est avéré compliqué car il nécessite une décision ministérielle. Les négociations se sont quand même poursuivies à l'intérieur de ces institutions. Okay. Bon, en demandant qu'elle soit déplacée à la Bibliothèque nationale. Mais c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, car car une étude de conservation a été faite par la municipalité qui a été réalisée et validée. Et donc, la dernière décision de 2019, c'est que la conservation aura finalement lieu sur place et d'autres mesures de protection vont aussi suivre. On peut aussi comprendre cette décision comme une forme de réalisation de cette catégorie des glyptothèques et des virtualités qui est son usage véhiculé. Voilà. Donc en même temps, on voit que la catégorie des glyptothèques se diffuse au-delà du cadre local du premier cimetière d'Athènes, avec son inscription dans un dispositif de route européenne des cimetières. Ce n'est pas le seul cimetière grec à être inscrit dans ces types de politiques publiques. Et les autres aussi sont en ce moment qualifiés des glyptothèques. Donc, cette qualité-là est reconnue et généralisée vers les cimetières. Bon, je veux dire rapidement que dans le cadre de ces dispositifs, des parcours du cimetière commencent à être tracés en proposant aussi aux visiteurs donc, un nouveau regard de ce qu'ils ont pu avoir jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu observer que le terme de monument aussi est utilisé différemment par ces acteurs. Et la question que je me pose et que je souhaite aussi travailler plus en profondeur dans le cadre de ma thèse, c'est dans quel degré l'inscription dans cette politique publique forme et transforme les cadres de l'activité patrimoniale de ces acteurs. Et aussi, c'est que c'est que les acteurs locaux font un retour sur les dispositifs, parce que j'ai pu observer à travers les cas chypriotes que, par exemple, pour la rédaction d'un guide des bonnes pratiques, c'est demander aux professionnels tout d'abord de poser des questions et d'exprimer quels sont leurs besoins, et c'est ensuite les experts de ces réseaux des professionnels qui proposent les bonnes pratiques comme réponse. Donc, je pense que les circulations, les échanges qui ont lieu dans ces contextes sont intéressants à suivre pour comprendre comment se met en place ce type de politiques dans le cadre de l'action publique, donc municipale, mais aussi internationale. C'est intéressant aussi de voir que le registre artistique n'est plus primordial dans leur activité. Ils commencent à concevoir les cimetières comme un type de patrimoine matériel et immatériel, multidimensionnel. Et donc, c'est aussi intéressant à suivre la construction de ces parcours qui seront proposés pour voir quel sera le nouveau regard qui sera porté sur ces lieux et les nouvelles catégorisations qui vont émerger.
que je... Oui. Donc, sur la question de l'institutionnalisation, donc, je pense que ce travail peut nous permettre de penser l'institutionnalisation comme un processus qui est complexe et non linéaire et qui nécessite, au moins en ce qui concerne le travail sociologique, de travailler sur l'articulation de l'activité en train de se faire et celle qui l'a précédée pour saisir donc son historicité. Et peut-être aussi, pour conclure, sur cette question de l'institutionnalisation, parce que j'ai l'impression que quand on emploie le terme, on pense plutôt aux contraintes qui sont imposées par les institutions ou la difficulté d'accès aux archives, mais je me demande aussi si on ne peut pas penser autrement ces processus et la façon dont les institutions peuvent donner accès à des nouveaux outils pour les acteurs de pouvoir agir sur, par exemple, les cimetières. Voilà, je peux pas.